Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. L'évasion d'Edmond Dantès. Avant la lecture, je vais vous lire les notes de vocabulaire qui figurent après le texte sur votre photocopie. Un linceul est un tissu dans lequel on enveloppe les morts. Des fossoyeurs sont les personnes chargées de mettre en terre les cadavres. Un geôlier est un gardien de prison. Une substitution est un échange. La misanthropie est le fait de détester les relations humaines et d'éviter les contacts. Déroger à ses habitudes signifie modifier ses habitudes. Le mutisme, c'est le silence. Un étau est un outil de bricolage qui sert à maintenir une pièce. Bon augure signifie bon présage. Un falot est une lanterne. Un trépassé est un mort. Et suffoquer signifie qu'il y a énormément de mal à respirer, qu'il manque d'air. Voici un petit résumé pour vous aider à comprendre le texte. 1815 en France. À la suite d'un complot, Edmond Dantès est condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, le jour de son mariage. Il reste détenu 14 ans au château d'If, où il se lie d'amitié avec son voisin de cellule, l'abbé Faria, un scientifique italien. Celui-ci meurt et les gardiens l'enveloppent d'un linceul. Edmond décide de prendre sa place pour s'évader. Voici ce qu'il comptait faire. Si pendant le trajet les fossoyeurs reconnaissaient qu'il portait un vivant au lieu de porter un mort, Dantès ne leur donnait pas le temps de se reconnaître. D'un vigoureux coup de couteau, il ouvrait le sac depuis le haut jusqu'en bas, profitait de leur terreur et s'échappait. S'il voulait l'arrêter, il jouait du couteau. S'il le conduisait jusqu'au cimetière et le déposait dans une fosse, il se laissait couvrir de terre. Puis, comme c'était la nuit, à peine les fossoyeurs avaient-ils le dos tourné, qu'il s'ouvrait un passage à travers la terre molle et s'enfuyait. Il espérait que le poids ne serait pas trop grand pour qu'il pût le soulever. S'il se trompait, si au contraire la terre était trop pesante, il mourrait étouffé, et tant mieux, tout était fini. Dantès n'avait pas mangé depuis la veille, mais il n'avait pas songé à sa faim le matin, et il n'y songeait pas encore. Sa position était trop précaire pour lui laisser le temps d'arrêter sa pensée sur aucune autre idée. Le premier danger que courait Dantès, c'était que le geôlier, en lui apportant son souper de 7 heures, s'aperçut de la substitution opérée. Heureusement, 20 fois, soit par misanthropie, soit par fatigue, Dantès avait reçu le geôlier couché. Et dans ce cas d'ordinaire, cet homme déposait son pain et sa soupe sur la table et se retirait sans lui parler. Mais cette fois, le geôlier pouvait déroger à ses habitudes de mutisme, parler à Dantès, et voyant que Dantès ne lui répondait point, s'approcher du lit et tout découvrir. Lorsque 7 heures du soir s'approchèrent, les angoisses de Dantès commencèrent véritablement. Sa main, appuyée sur son cœur, essayait d'en comprimer les battements, tandis que de l'autre, il essuyait la sueur de son front qui ruisselait le long de ses tempes. De temps en temps, des frissons lui couraient par tout le corps et lui serraient le cœur, comme dans un étau glacé. Alors il croyait qu'il allait mourir. Les heures s'écoulèrent sans amener aucun mouvement dans le château, et Dantès comprit qu'il avait échappé à ce premier danger. C'était un bon augure. Enfin, vers l'heure fixée par le gouverneur, des pas se firent entendre dans l'escalier. Edmond comprit que le moment était venu. Il rappela tout son courage, retenant son haleine. Heureux s'il eût pu retenir en même temps, et comme elle, les pulsations précipitées de ses artères. On s'arrêta à la porte. Le pas était double. Dantès devina que c'étaient les 2 fossoyeurs qui le venaient chercher. Ce soupçon se changea en certitude quand il entendit le bruit qu'il faisait en déposant la civière. La porte s'ouvrit, une lumière voilée parvint aux yeux de Dantès. Au travers de la toile qui le couvrait, il vit 2 ombres s'approcher de son lit. Une 3e restait à la porte, tenant un falot à la main. Chacun des 2 hommes qui s'étaient approchés du lit saisit le sac par une de ses extrémités. On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. On le posa sur la civière, et le cortège, éclairé par l'homme au falot qui marchait devant, montait l'escalier. Tout à coup, l'air frais et âpre de la nuit l'inonda. Dantès reconnut le Mistral. Ce fut une sensation subite, pleine à la fois de délices et d'angoisse.
Les porteurs firent une vingtaine de pas, puis ils s'arrêtèrent et déposèrent la civière sur le sol. Un des porteurs s'éloigna, et Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. « Où suis-je donc ?» se demanda-t-il. « Sais-tu qu'il n'est pas léger du tout ?» dit celui qui était resté près de Dantès en s'asseyant sur le bord de la civière. Le premier sentiment de Dantès avait été de s'échapper. Heureusement, il se retint. « Éclaire-moi donc, animal !» dit celui des deux porteurs qui s'étaient éloignés. « Ou je ne trouverai jamais ce que je cherche. » L'homme au falot obéit à l'injonction, quoique, comme on l'a vu, elle fut faite en termes peu convenables. « Que cherche-t-il donc ?» se demanda Dantès. « Une bêche, sans doute ?» Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait trouvé ce qu'il cherchait. « Enfin !» dit l'autre. « Ce n'est pas sans peine. »« Oui, répondit-il, mais il n'aura rien perdu pour attendre. » À ces mots, il se rapprocha d'Edmond qui entendit déposer près de lui un corps lourd et retentissant. Au même moment, une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression. « Eh bien, le nœud est-il fait ?» demanda celui des fossoyeurs qui était resté inactif. « Eh bien fait, dit l'autre. Je t'en réponds. En ce cas, en route !» Et la civière soulevée reprit son chemin. On fit 50 pas à peu près, puis on s'arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en route. Le bruit des flots se brisant contre les rochers sur lesquels était bâti le château arrivait plus distinctement à l'oreille de Dantès à mesure que l'on avança. « Mauvais temps, dit un des porteurs. Il ne fera pas bon d'être en mer cette nuit. »« Oui, l'abbé court grand risque d'être mouillé, dit l'autre, et ils éclatèrent de rire. Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, et ses cheveux ne s'en dressèrent pas moins sur sa tête. « Bon, nous voilà arrivés, reprit le premier. Plus loin, dit l'autre. Tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des feignants. On fit encore 4 ou 5 pas en montant toujours, puis Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds, et qu'on le balançait. « Une !» dirent les fossoyeurs. « 2 ! 3 !» En même temps, Dantès se sentit lancé en effet dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée, qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de 36 attaché à ses pieds. La mer et le cimetière du château d'If. Dantès, étourdi, presque suffoqué, eut cependant la présence d'esprit de retenir son haleine, et comme sa main droite, ainsi que nous l'avons dit, préparé qu'il était à toutes les chances, tenait son couteau tout ouvert, il éventra rapidement le sac, sortit le bras puis la tête. Mais alors, malgré ses mouvements pour soulever le boulet, il continua de se sentir entraîné. Alors il se cambra, cherchant la corde qui liait ses jambes, et par un effort suprême, il la trancha précisément au moment où il suffoquait. Alors, donnant un vigoureux coup de pied, il remonta libre à la surface de la mer, tandis que le boulet entraînait dans ses profondeurs inconnues le tissu grossier qui avait failli devenir son linceul.